Le Yémen, c'est un des pays au monde qui est sûrement un des moins accessibles, parce qu'il y a plein de contraintes pour accéder là-bas, des contraintes administratives, de sécurité. Faut savoir faire son trou, se faire accepter et tout ça. Et on y arrive pas mal. On a un avion MSF. Et on a réussi à monter des ponts aériens depuis 2015 entre Djibouti et le Yémen avec un avion MSF. Et puis finalement, le Covid arrive. Nos filters. Caroline Seguin. On a commencé par recevoir des morts et des mourants. Et le Yémen du Nord et le Yémen du Sud et Djibouti, où on avait l'avion MSF, ferment leur aéroport et on a 48 heures pour évacuer les expats qui ne voulaient pas rester et faire rentrer ceux qu'on pouvait faire rentrer. Sauf qu'en 48 heures, on a pu faire rentrer quasiment personne, à part Claire, notre chef de mission, qui était censée venir pour un mois de mission. Et on a fait évacuer ceux qu'on pensait un peu à risque de Covid, parce qu'on savait que dans le pays, en fait, il n'y avait rien, absolument rien. Il n'y avait pas un centre Covid, que dalle, que dalle. Mais à cette époque-là, ça c'était le 15 mars 2020, quand les 2 aéroports ont fermé, les 3, parce qu'il y avait Djibouti, il n'y avait pas encore de cas de Covid dans le pays. On ne sait jamais quand on va devoir évacuer un projet, parce qu'il y a des problèmes sécu tout le temps. On peut se faire bombarder par l'Arabie Saoudite, on peut se faire attaquer par des gangs à Aden, on peut se faire attaquer par des drones, des Houthis. Enfin bref, il y a quand même beaucoup de dangers, quoi. Et donc on doit toujours être en capacité d'évacuer des projets si ça devient dangereux. Et on doit aussi toujours être en capacité d'évacuer des expats s'il y a un problème médical majeur. Donc du coup, on s'est retrouvé à plus avoir cette capacité-là. Et donc, on n'avait plus de cargo possible, donc on a impossible d'acheminer du matériel, pas de renfort possible d'expatriés, et le Covid qui débarque. Et en plus de ça, les combats qui reprennent à mort sur le sud Yémen, quoi. Donc, l'hôpital qu'on a au sud Yémen, c'est un hôpital de trauma. Donc, on prend quasiment que des blessés de guerre. Aucun centre Covid dans le pays. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas les Nations Unies, il n'y avait pas le ministère de la Santé. Et on entendait des gens qui étaient refusés des hôpitaux et qui crevaient littéralement chez eux, quoi. Donc finalement, à force de tergiverser, on se dit bon, on va quand même se lancer. On savait qu'on pouvait faire des achats locaux de matériel de protection. On savait que l'OMS, finalement, avait quand même un petit stock de matériel de protection. Sur Aden, c'était hyper compliqué parce qu'il n'y avait pas que ces histoires d'avions qui ne vont pas que ces histoires de lignes de front qui se réveillent. Il n'y avait pas que l'hôpital qui commençait à être débordé. Il n'y avait pas que le fait qu'on ne pouvait pas envoyer de renforts. Il y a eu aussi des gros problèmes politiques, puisqu'au milieu de tout ça, il y a un groupe armé qui a décidé de faire un coup d'État. Donc on a eu ce coup d'État. On ne savait plus qui gérait quoi dans cette ville d'Aden, quoi, parce qu'il y avait le gouvernement et le nouveau groupe qui venait de déclarer son coup d'État, et nous qui voulions ouvrir un centre Covid au milieu de tout ça. Et en fait, le comité qui gérait le Covid était composé des mecs qui venaient de faire le coup d'État et du gouvernement. Donc du coup, on a assisté à des réunions où en fait ces 2 groupes-là se faisaient la guerre et ils étaient censés, en même temps, prendre des décisions pour lancer un centre Covid à Aden. On se dit, mais on n'est pas dans la merde. Donc le comité de Covid a commencé à chercher un hôpital. Donc il y avait eu ce coup d'État et tout. Pas de renfort. Et puis, je crois que le jour où on dit, on y va, grosse inondation à Aden. Donc là, le fameux centre Covid tout inondé, la pharmacie de l'hôpital trauma tout inondé. Mais c'est pas possible. Et toujours pas ce putain d'avion.
Donc là, suite aux inondations, il y a eu une épidémie de chikungunya et de dengue qui arrive. Et en même temps, tu as tous les hôpitaux de la ville qui ferment parce qu'ils ont peur d'être infectés par le Covid. Et en même temps, il y a tous nos staffs dans l'hôpital qu'on gère qui tombent malades du Covid et du chikungunya et de la dengue. Et on se retrouve en plein ramadan à avoir 42 staffs qui sont malades d'un seul coup, donc plus de staff. Ramadan, fallait qu'on ouvre le centre Covid. Enfin bon, c'était une situation mais catastrophique quoi. Et puis finalement, on arrive à vraiment signer un protocole avec les autorités pour être vraiment en charge du centre Covid. Et là, on a commencé à recevoir des patients. Et là, on a vraiment compris en fait ce qui se passait quoi. Et en fait, on n'a pas commencé par recevoir des patients, on a commencé par recevoir des morts et des mourants. Des gens qui arrivaient, qui étaient en train d'étouffer comme des poissons hors de l'eau. Et c'était horrible. Et des gens qu'on n'arrivait pas à sauver parce qu'ils arrivaient trop tard, quoi. Dès qu'on a ouvert, en fait, la première semaine, on a eu 8 patients. Je pense qu'on a eu 8 morts. La deuxième semaine, on a eu 50 patients et je pense qu'on a dû avoir 50 morts. Et la deuxième semaine, on a vraiment eu aussi 4-5 corps de personnes mortes qui arrivaient tous les jours. Et c'était trop tard. Ils étaient déjà morts, en fait. Et la troisième semaine, on avait 120 patients qui arrivaient. Et je pense qu'on a dû avoir je sais plus combien de morts, en fait. On n'arrivait pas à sauver ces gens, quoi. Et on n'arrivait pas à renforcer l'équipe parce qu'on n'avait pas ces putains de ponts aériens, quoi. On a été frustrés à un point. Je crois que c'était une des périodes les plus dures de ma vie, d'être face à cette putain d'urgence et de ne pas y arriver, en fait. Et ce qui a été hyper difficile, c'est que ces gens-là, ils avaient besoin d'oxygène. Et les seuls moyens de leur donner de l'oxygène, c'était de leur apporter de l'oxygène en bouteille. Mais sauf que les patients qui arrivaient, ils n'avaient pas besoin de 5 litres d'oxygène. Ils avaient besoin de 30 litres, 40 litres, des trucs qu'on n'avait jamais vus, jamais fait, quoi. On n'avait que des patients en état critique. Et donc, du coup, on est passé d'un petit stock de 50 bouteilles d'oxygène à en gérer 300. Il fallait gérer 300 bouteilles d'oxygène. Et ça, on n'avait jamais fait chez MSF. Évidemment, c'est une nouvelle maladie qu'on ne connaissait pas. Et tout ça allait glaner à droite à gauche des masques, du matériel, des médicaments et tout ça, parce qu'on n'arrivait pas à envoyer non plus de médicaments pour renforcer l'équipe, quoi. Cette période-là, ça a été une catastrophe, en fait, une vraie catastrophe. On décide rapidement d'identifier une dizaine d'expatriés. Elles devaient toutes être à Paris parce qu'on savait qu'il y avait juste une ligne commerciale qui faisait Paris-Addis Abeba. Et tu ne pouvais pas envoyer des gens de la terre entière comme on fait d'habitude, quoi. Là, c'était juste la ligne Paris-Addis. Et donc, avec Claire, la chef de mission, on a su qu'il y avait un vol des Nations Unies de rapatriement, en fait. Nous, la logique, quand tu es face à une urgence comme ça, c'est t'envoies du monde. Les Nations Unies, leur logique, c'était « Oh là là, c'est dangereux, évacuation ». Donc nous, on s'est dit « Bon, on va profiter de cet avion des Nations Unies pour mettre notre équipe dans l'avion, pour arriver jusqu'au Yémen ». Sauf que là, en fait, il fallait négocier avec les autorités du Yémen qui avaient bloqué l'arrivée de toute personne étrangère parce qu'ils avaient peur du Covid. Les conditions étaient qu'ils aient des visas et qu'ils aient des tests Covid de moins de 48 heures avant le départ. Et ça, c'était pendant le confinement à Paris, hein, et pendant le ramadan au Yémen. On a fait un foin pas possible. Ensuite, il a fallu trouver des tests, des laboratoires qui fassent des tests Covid en plein confinement à Paris, alors qu'en France, il y avait des pénuries de tests. Et on avait pris les billets d'avion, le Paris, Addis, tout va bien, ok. Et puis la veille du départ des expatriés, les Nations Unies nous disent ah ben on peut pas prendre vos expatriés dans l'avion, on veut pas. Donc c'est là où Claire, ma chef d'émission, m'appelle. Claire, c'est quelqu'un qui est hyper calme. La force tranquille. Et là, pour la première fois de ma vie, je l'ai entendu hurler au téléphone. Je me criais « C'est pas possible! J'ai appelé Ban Ki-moon !» Alors moi, je lui disais « Écoute, c'est plus Ban Ki-moon, en fait. Donc ça sert à rien que tu l'appelles. » Et puis enfin, la semaine d'après, on a réussi à envoyer l'équipe sur place, qui sont arrivés dans un chaos total. Cette fameuse semaine où ils ont reçu 120 patients, tous morts. Et donc l'équipe est arrivée dans ce bordel. Ça a été
hyper, 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 hyper dur. Hyper dur. Et puis finalement, on a fini par se démerder, à sauver quelques patients, quoi. Mais il y a eu quand même beaucoup de casse et c'était, je pense, une des missions les plus difficiles qu'on ait eu à gérer, quoi. Parce qu'au milieu de ces patients qui mouraient, tu avais aussi les familles qui ne comprenaient pas. Donc il y a eu plein de problèmes sécu autour du centre, quoi, parce que les gens arrivaient dans le centre et 1 heure après, ils mouraient. Donc les familles pensaient qu'on tuait les gens, d'autant qu'on ne pouvait pas faire rentrer les familles avec les patients. Parce que c'était dangereux. Il y a des familles qui sont rentrées dans le centre avec les calaches, en menaçant les médecins, et tout ça, en nous accusant de tuer les gens. En parallèle, le truc, c'est que tous les hôpitaux étaient fermés dans Aden, avec cette épidémie de chikungunya, de dengue et tout ça. Donc en fait, on était un des rares hôpitaux qui restait ouverts dans Aden. Donc en plus des combats, du coup d'État, des échauffourées dans Aden et autour, et ben du coup les équipes recevaient des blessés. Et on a eu quelques afflux de blessés en plus au milieu de ce bordel, avec du staff en moins et une activité qui augmentait, quoi. Donc on a eu des jours, on est monté, on a un tiers de plus par rapport à l'activité normale, quoi. On est le seul hôpital MSF pendant cette période Covid à avoir augmenté l'activité. Maintenant, aujourd'hui, on a réussi à monter les ponts aériens. Donc là, on a l'avion toutes les semaines. Donc l'avion qui part fait Paris-Addis Abeba et ensuite Addis Abeba-Aden. Et ensuite, l'avion repart se baser à Djibouti. Sanaa, c'était encore plus compliqué parce qu'à Sanaa, il y a les Houthis qui sont quand même beaucoup plus compliqués en termes de négociation que les autorités du Sud. Naïvement, on s'était dit, on va mettre un petit hôpital de 14 lits, 14 lits avec 2 lits de réanimation. Ah ben alors ça a duré 2 jours. Tous les patients qui arrivaient en réanimation sont morts, en fait. Sont morts systématiquement. Parce qu'ils arrivaient beaucoup trop tard, parce que gérer une réanimation, ouvrir une réanimation en contexte d'urgence, sans renfort, ben, le staff n'est pas hyper formé et tout ça. Donc du coup, on a eu aussi énormément de décès avec les mêmes problèmes sécu qu'à Aden. Ce qui était encore plus compliqué à Sanaa, c'est que les Houthis interdisaient de parler du Covid. Donc on a monté un centre Covid sans être en capacité de dire aux patients qu'ils avaient le Covid. C'est-à-dire que les Houthis faisaient les tests, mais ne nous donnaient pas les résultats des tests et ont interdit au personnel médical de parler du Covid aux patients. Donc du coup, on s'est retrouvés à gérer des patients morts, de demander aux familles de ne pas rentrer dans l'hôpital, mais sans pouvoir leur expliquer vraiment pourquoi. C'était quand même assez compliqué, mais on a fait le choix de quand même rester et d'essayer de mettre une pression pas possible sur les Houthis pour qu'ils déclarent l'épidémie, qu'on puisse informer la population, qu'on puisse informer les patients. Et donc on a été la première ONG au monde entier à être en capacité à envoyer des expats au nord et au sud Yémen. Mais ça a été juste horrible, en fait. C'était horrible, on a du coup ouvert la voie. Mais c'était dur. C'était dur. Donc avant ce bordel, il y avait 12 enterrements par jour à peu près à Aden. Et on est monté à plus de 80 par jour. Ils ont ouvert un cimetière juste derrière notre centre Covid. T'avais des mecs qui creusaient les tombes les unes après les autres, quoi. Et t'as plein de tombes fraîches dans ce nouveau cimetière. T'avais des jeunes, quoi. Mais ils arrivent dans des trucs, je te jure, mais moi j'ai jamais vu un truc pareil. Les mecs, ils arrivent avec des saturations en oxygène. Les saturations en oxygène, c'est le pourcentage de globules rouges, si tu veux, qui portent les molécules d'oxygène dans ton sang. Normalement, t'es à 100%. Toi, entre 98 et 100%, une personne normale. On a vu des mecs qui arrivaient à 30%. Et tu voyais le regard, le regard des... Enfin, c'est quand même tellement angoissant pour eux. Il y en a très peu, finalement, en fait, qu'on a sauvés. Donc, ils savaient aussi qu'ils étaient en train de partir étouffés, quoi. C'est comme si tu mourais, c'est comme si on te noyait pendant des heures et que tu mourrais pas, tu vois, pendant des heures et des jours, en fait.
C'est ça ce que ressentent les patients. Enfin, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a des patients, tu vois, entre 55 et 65 ans. C'est ça les plus vieux qu'on avait. Et puis, toute une ribambelle de jeunes. Souvent, c'est des jeunes obèses, mais pas que. La dernière patiente qu'on a reçue, là, c'était une nénette de 30 ans, sans, sans diabète, sans hypertension, sans obésité, une nénette normale, comme toi et moi, quoi, qui est arrivée dans Bled, qui est à 5 heures de route. Elle est arrivée, elle avait 32% de saturation, quoi. Et puis tellement elle s'est dégradée. Et quand je suis partie, le médecin réanimateur l'a intubée, avec très peu d'espoir qu'elle s'en sorte, quoi.